Un jeune chauffeur de taxi offre une course gratuite à une jeune fille en larmes. Quelques jours plus tard, une limousine apparaît et ce qui suit est incroyable. L'amour les avait trouvés. La pluie tombait à verre sur les faubourgs de la ville, transformant la route étroite et mal éclairée en un ruban glissant et scintillant de danger. Des flaques se formaient dans les nids de poules déchiquetés, reflétant le jaune vacillant des lampadaires fatigués. Le tonnerre grondait au loin comme un faible rugissement, et des éclairs sporadiques peignaient des silhouettes fantomatiques sur le trottoir. C'était le genre de nuit qui poussait les gens à se hâter de rentrer chez eux, fenêtres closes, rideaux tirés. Mais Linda n'avait pas de foyer où se hâter. Elle était assise, recroquevillée contre la glissière de sécurité, sa robe fine et sans manches collée à sa peau trempée. Son mascara avait coulé depuis longtemps sur ses joues et ses bras serraient fort ses genoux, comme pour se faire plus petite, invisible. Ses mains tremblaient violemment, pas seulement à cause du froid, mais aussi de la peur qui lui nouait la gorge. 3 silhouettes menaçantes se profilaient non loin. Les jeunes hommes portaient des sweats à capuche humide et des baskets, le genre de ceux qui n'ont rien de mieux à faire par une nuit pluvieuse que de chercher des ennuis. Ils la cernaient comme des vautours flairant la faiblesse, leurs voix moqueuses, leurs rires aigus et prédateurs. Et, princesse, lança l'un d'eux en se penchant. Tu attends quelqu'un, ou tu espères juste que quelqu'un comme moi passe par là? Un autre ricana. Allez, ma belle, c'est une sale nuit. Laisse-nous te tenir un peu, compagnie. Linda secoua la tête, à peine capable de parler. S'il vous plaît, laissez-moi tranquille. Oh, elle parle, railla le troisième. Et si on traînait un peu ensemble, hein? C'est alors que les phares apparurent. Brillants, soudain, fendant l'averse comme une épée. Un taxi jaune freina brusquement à quelques centimètres d'elle, ses pneus éclaboussant le trottoir. La portière du conducteur s'ouvrit avec fracas. Jack! Grand, mince, et trempé par la pluie dès l'instant où il sortit, la présence de Jack fut immédiate et imposante. Son visage était crispé par l'inquiétude et autre chose, quelque chose de dangereux pour quiconque oserait le contrarier. Reculez, aboya-t-il en s'interposant entre Linda et les hommes. Elle a dit de la laisser tranquille, rit le chef des voyous. Qu'est-ce que c'est? Un chevalier dans un carrosse jaune. Jacques ne s'y a pas. Vous avez 5 secondes. La tension monta d'un cran. L'un des hommes sembla prêt à le tester, mais il vit alors le feu dans les yeux de Jacques, sa posture inébranlable, ses poings serrés. Ça n'en vaut pas la peine, ricanèrent-ils, marmonnèrent des jurons et se retirèrent dans l'ombre. Quand ils furent partis, Jacques se tourna vers Linda, sa voix s'adoucissant immédiatement. Ça va. Elle hocha la tête, engourdie, bien que ses lèvres fussent trop pâles pour articuler les mots. Son corps entier tremblait maintenant, ses doigts glacés. Venus, dit doucement Jacques, sortons-vous de la pluie. Il l'aida à se relever, une main ferme sur son dos, l'autre tenant un parapluie qu'il avait arraché du siège passager. Il lui ouvrit la portière, et elle monta sans protester, se serrant fort contre elle-même. L'intérieur du taxi était chaud, un contraste saisissant avec la nuit extérieure. Elle s'enfonça dans le siège, silencieuse, les yeux fixés sur les lumières floues de la ville à travers la vitre. Jacques se glissa au volant, la regarda dans le rétroviseur. « Où allez-vous » demanda-t-il. « Je ne sais pas » murmura-t-elle. « Je n'ai pas d'argent, j'avais juste besoin de m'enfuir. » Jacques marqua une pause, puis tourna la clé et démarra. « Je ne vous ai pas demandé votre portefeuille, » dit-il, les yeux sur la route. « Je vous ai demandé où vous deviez aller. » Elle ne répondit pas tout de suite. Pendant un moment, ils roulèrent en silence, les essuie-glaces rythmant la pluie. Finalement, d'une voix à peine plus forte que l'orage, elle chuchota. « Juste un endroit calme, où personne ne me trouvera ce soir. » Jacques hocha la tête. « Je connais un endroit. » Ils s'arrêtèrent dans un petit parc en bordure de ville, où les arbres ployés sous le vent et les lampadaires diffusaient une lueur faible mais constante. La pluie s'était calmée en bruine. Jacques se gara sous un arbre et coupa le moteur. Il ne se retourna pas vers elle, ne la pressa pas de questions. Il lui tendit juste un paquet de mouchoirs et s'assit, avec elle dans le silence. Elle prit une profonde inspiration, s'essuya le visage, puis se tourna vers lui. « Pourquoi vous êtes-vous arrêté » Il haussa les épaules. « Vous aviez l'air d'avoir besoin de quelqu'un, vous aussi. » Elle le fixa longuement, puis dit « Merci. Vous êtes la première personne ce soir qui ne m'a pas demandé qui j'étais, juste si j'allais bien. » Jacques croisa son regard dans le miroir. C'est tout ce qui comptait. Et à cet instant,
sous le ciel gris et les lampadaires vacillants, quelque chose d'inexprimé passa entre eux, quelque chose de calme, de fragile, quelque chose qu'aucun d'eux ne comprenait encore. Mais cela avait commencé. Les essuie-glaces ronronnaient doucement tandis que Jacques traversait les rues détrempées, s'éloignant du chaos pour s'enfoncer dans les confins tranquilles de la ville. Dans le rétroviseur, il jetait parfois un coup d'œil à Linda, recroquevillée sur la banquette arrière, les bras serrés autour d'elle. Son mascara avait taché ses joues, ses lèvres tremblaient. Et bien qu'elle essayât de se ressaisir, les sanglots continuaient par vagues brisées. Elle ne dit jamais ce qui s'était passé. Jacques n'insista pas. Il conduisait simplement, laissant le silence la bercer autant que la chaleur du taxi. Ses doigts tapotaient doucement le volant, non par impatience, mais par désir de faire quelque chose, n'importe quoi, qui pourrait offrir du réconfort. Y a-t-il un endroit sûr où je peux vous emmener? Demanda-t-il finalement, la voix basse et posée. Linda hocha faiblement la tête. Un parc, juste un endroit calme. Je ne veux pas rentrer chez moi. Il ne demanda pas pourquoi. Il hocha simplement la tête, tourna à gauche et l'emmena dans un lieu qu'il fréquentait souvent lui-même lorsque le bruit du monde devenait trop fort. Un petit parc municipal, niché derrière une rangée de cafés fermés et de librairies obscures, le genre d'endroit dont peu de gens se souvenaient à la nuit tombée. Lorsqu'il s'arrêta près de l'entrée, il coupa le moteur mais laissa les veilleuses allumées. La pluie s'était transformée en une douce bruine. La ville autour d'eux était silencieuse et à moitié endormie. Linda resta immobile un long moment, puis rompit finalement le silence. « Vous ne m'avez posé aucune question. » Jacques regarda son reflet dans le miroir. « Vous n'aviez pas l'air d'en avoir besoin. » Ses yeux s'emplirent à nouveau, pas de panique cette fois, mais d'autre chose. Du soulagement peut-être. Elle renifla, s'essuya le visage avec le mouchoir qu'il lui avait donné plus tôt et ouvrit lentement la portière. Avant de sortir, elle marqua une pause, se penchant légèrement en avant. « Merci, » dit-elle, sa voix fragile mais sincère. « Vous êtes la première personne ce soir qui ne voulait rien de moi. Vous m'avez juste aidé. Vous avez été gentil. » Jacques lui fit un petit signe de tête. « Prenez soin de vous, Linda. » Elle sortit dans la brume, sa silhouette brièvement illuminée par la douce lumière jaune du taxi avant de disparaître dans l'ombre des arbres. Et comme ça, elle était partie. Jacques resta assis un moment, fixant l'espace qu'elle avait laissé derrière elle, puis démarra lentement le moteur et s'éloigna. Il ne s'attendait pas à la revoir. Il ne connaissait même pas son nom de famille. Mais sa présence persistait, sa voix, sa tristesse, son merci. Au cours des jours suivants, il se surprit à penser à elle plus qu'il ne s'y attendait. Il jetait constamment des coups d'œil à la banquette arrière chaque fois qu'il commençait son service, comme s'il s'attendait à ce qu'elle soit là, recroquevillée en silence. Quelque chose en elle s'était installé en lui, une douleur qu'il ne pouvait pas vraiment expliquer. Puis, 4 jours plus tard, cela arriva. Il venait de déposer un passager dans le quartier des affaires et s'éloignait du trottoir quand une limousine noire et élégante s'arrêta juste devant son taxi. Le contraste entre les deux véhicules était saisissant, son taxi usé et le véhicule de luxe poli avec chauffeur. Jacques cligna des yeux de surprise lorsque le chauffeur de la limousine sortit, tenant une petite enveloppe blanche. Il s'approcha de la fenêtre de Jacques et la lui tendit par l'entrebâillement. « Pour vous, » dit le chauffeur. « Mademoiselle Linda requiert votre présence. Demain soir, 19h, 17, Evergreen Lane. » Jacques ouvrit l'enveloppe et y trouva une simple carte. Écrit à la main d'une écriture élégante et déliée, figuraient ces mots. « J'aimerais vous remercier convenablement. Vous étiez là quand personne d'autre ne l'était. Linda. » Il fixa la carte un long moment, puis regarda de nouveau la limousine. Elle s'éloignait déjà, et Jacques sut que, quoi que ce fût, c'était loin d'être terminé. Le lendemain soir, juste avant le coucher du soleil, Jacques gara son taxi sur Evergreen Lane, une rue bordée d'arbres qui semblait à des lieux du monde qu'il connaissait. Au bout de l'impasse se dressait un imposant portail en fer, qui s'ouvrit lentement à son approche, révélant un domaine tentaculaire baigné de lumière dorée. Il se gara juste à l'extérieur de l'allée circulaire, se sentant étrangement déplacé parmi les manucurés et les voitures de luxe. Avant même qu'il ne puisse sortir, un voiturier lui ouvrit la portière avec un signe de tête courtois et lui indiqua l'entrée. Jacques ajusta sa veste, usée mais propre, et se dirigea vers les grandes portes doubles, son cœur battant plus fort à chaque pas. Alors qu'il atteignait le haut des marches, la porte s'ouvrit, et elle était là. « Linda. »
Mais cette Linda n'était pas la jeune fille trompée par la pluie, tremblante sur la banquette arrière de son taxi. Elle se tenait droite et posée, dans une robe de soie couleur crème, ses cheveux doucement bouclés, son maquillage subtil et impeccable. Elle ressemblait à quelqu'un sorti d'un magazine. Et pendant un instant, Jacques se demanda s'il avait fait une erreur. Mais ensuite, elle sourit. « Salut, Jacques, dit-elle doucement. Je suis contente que tu sois venu. » Il hocha la tête avec hésitation. « Tu as l'air différente. » Elle eut un petit rire. « Je me sens différente aussi. Entrez. » Il la suivit à travers le vaste hall d'entrée, passant devant des sols brillants et des lustres. Ils s'installèrent dans une salle à manger confortable qui, malgré sa taille, semblait étonnamment chaleureuse. Une table pour deux avait été dressée près de la fenêtre, des bougies vacillant doucement entre eux. Le dîner était déjà servi, légumes rôtis, saumon poêlé et pain frais. Jacques regarda la table, puis la regarda de nouveau. « Je ne m'attendais pas à ça, » dit-il doucement. Linda versa 2 verres d'eau, puis s'assit en face de lui. « Je ne m'attendais pas à toi non plus, » répondit-elle. « Mais je suis contente que tu sois venu. Il y a quelque chose que je dois expliquer. » Jack attended. Elle prit une profonde inspiration, son regard dérivant vers la fenêtre avant de revenir vers lui. « Mon nom complet est Linda Fairchild. Je suis la fille unique de Richard Fairchild, PDG de Fairchild Global. Tu as probablement vu ce nom sur un immeuble ou deux. » Jacques cligna des yeux. « Tu es cette Fairchild ?» Elle hocha la tête. « Et la nuit où tu m'as trouvé, j'étais censé être à une fête de fiançailles. Des fiançailles arrangées. Mon père me mariait au fils d'un partenaire commercial. Tout était question de stratégie, d'héritage, d'image. » Sa voix se serra. Mais l'homme était un menteur, un tricheur, et j'ai refusé de faire partie d'une autre transaction commerciale déguisée en mariage. Jacques se pencha légèrement en avant, sa voix calme. « Alors tu as fui. »« J'ai fui, » dit-elle. « Je suis parti en pleine pluie, sans téléphone, sans chauffeur, juste moi et beaucoup de mascara. » Jacques ne put s'empêcher de sourire. « Tu as choisi une sale nuit pour ça. » Linda lui rendit son sourire. « Et j'aurais continué à fuir si tu ne t'étais pas arrêté. Tu ne savais pas qui j'étais, tu n'as rien demandé. Tu m'as juste vu. » Jacques baissa les yeux, mal à l'aise sous son regard. « Tu avais l'air de quelqu'un qui avait besoin d'un endroit pour respirer. C'était le cas. Tu m'as donné ça. Et plus encore. » Elle marqua une pause. « C'est pourquoi je voulais te remercier, convenablement. » Elle attrapa une enveloppe blanche sous la table et la posa sur la surface entre eux. Jacques y jeta un coup d'œil, puis secoua doucement la tête. « Si c'est de l'argent, je ne peux pas l'accepter. »« Ce n'est pas la charité, » dit-elle rapidement. « C'est de la gratitude. »« Je ne t'ai pas aidé pour obtenir quelque chose en retour, » dit-il fermement. « C'était juste la bonne chose à faire. » Linda l'étudia un long moment, puis retira lentement l'enveloppe. « Tu es vraiment différent. » Jacques haussa les épaules. « Je suis juste moi. » Elle sourit à nouveau, plus doucement maintenant. « Alors mangeons, en tant que 2 personnes. Pas une Fairchild, pas un chauffeur de taxi, juste nous. » Et pour la première fois, Jacques se détendit. Il prit sa fourchette, et tandis qu'ils partageaient des histoires pendant le dîner et que le rire remplaçait lentement la formalité, la distance entre leurs 2 mondes sembla, ne serait-ce qu'un instant, s'évanouir complètement. Dans les jours qui suivirent, Linda recontacta Jacques, non pas avec des invitations formelles ou des chauffeurs privés, mais avec un simple texto. « Envie d'une balade? Juste moi, juste la liberté. » C'est ainsi que tout commença. Jacques devint son chauffeur non officiel pour ses escapades. Chaque fois que le poids de son monde devenait trop lourd, elle appelait, et il se présentait dans son vieux taxi jaune, prêt à l'emmener n'importe où qui semblait loin des attentes et de la pression. Il n'y avait pas d'horaire, pas de destination, juste 2 personnes se taillant des parcelles du monde où ils pouvaient respirer. Leur première escapade fut un food truck niché derrière un entrepôt du centre-ville. Ils mangèrent des sandwichs au fromage grillé sur le capot de son taxi, des serviettes en papier volant au vent, riant du fait que Linda ne se souvenait plus de la dernière fois qu'elle avait mangé dans une assiette en carton. Un autre jour, elle convainquit Jacques de louer 2 vélos dans une boutique miteuse près du front de mer. Ils traversèrent le parc à vélo, riant aux éclats lorsque Linda faillit tomber en essayant d'éviter un écureuil. Elle portait un jean et une casquette de baseball, sans maquillage, sans filtre, juste elle, réelle et libre. Ils inventaient des jeux.
L'un de leurs préférés était de deviner le métier des gens qu'ils croisaient. Ce type-là, certainement un dentiste, disait Linda. Personne ne sourit aussi largement à moins d'en vivre. Jacques désigna une autre personne. Tu vois ces bottes? Bibliothécaire, mais du genre à lire des romans policiers après les heures de travail. Plus ils passaient de temps ensemble, plus les murs entre eux s'effondraient. Linda se confia sur son enfance, la solitude dans une maison pleine de personnel, la pression d'être parfaite, les années passées à se faire dire qui être et comment agir. Jacques écoutait sans jugement. Il partagea des histoires de son enfance dans un quartier populaire, apprenant à réparer des voitures avec son père, et rêvant de voir plus que les mêmes rues chaque jour. Linda riait davantage. Jack souriait davantage. Il parlait de tout et de rien, perdant souvent la notion du temps jusqu'à ce que les lumières de la ville s'allument. Puis vint la nuit du feu d'artifice. C'était un festival local auquel aucun d'eux n'avait prévu d'assister, mais ils tombèrent dessus lors d'une de leurs virées spontanées. Jacques gara la voiture dans un champ vide juste à l'extérieur du parc où le feu d'artifice allait commencer. Ils s'assirent sur le capot, une couverture entre eux, l'air du soir frais et vibrant d'excitation. Alors que les premières explosions de couleurs illuminaient le ciel, Linda pencha la tête en arrière et soupira. C'est la première fois depuis des années que j'ai l'impression de ne pas jouer un rôle. Jacques la regarda, la lumière des explosions se reflétant dans ses yeux. Peut-être que c'est qui tu es vraiment. Elle se tourna vers lui et sourit. Et toi, qui es-tu, Jacques? Il hésita. Quelqu'un qui essaie de ne pas tomber amoureux d'une personne bien au-dessus de sa ligue. Linda rit, mais ce n'était pas moqueur. C'était doux, surpris, touché. Quelques instants passèrent en silence. Puis, alors qu'un autre feu d'artifice crépitait au-dessus d'eux, leurs mains se frôlèrent accidentellement sur la couverture. Jack assit figia. Linda n'y bougeait pas. Il baissa les yeux, puis retira vivement sa main. Désolé. Elle le regarda un instant, son sourire revenant, doux, compréhensif. Ne t'excuse pas. Jacques se détourna, le visage rouge, le cœur battant. Il ne dit plus un mot pendant le reste du spectacle. Mais Linda n'en avait pas besoin. Ce petit moment silencieux en avait déjà dit plus que les mots ne pourraient jamais le faire. Les gros titres déferlèrent comme un raz-de-marée. Héritière en fuite, la fille du milliardaire surprise dans les bas-fonds avec un chauffeur de taxi. Des manoirs au pot d'échappement, qui est l'homme mystère. La romance secrète de Linda Fairchild, amour ou rébellion. La frénésie médiatique fut immédiate, impitoyable et omniprésente. Des photos de paparazzi inondèrent les kiosques, les blogs et les réseaux sociaux. On y voyait Linda en jean et casquette de baseball, son bras frôlant celui de Jacques. Une autre photo les montrait riant devant des sandwichs à un stand de rue. Une image particulièrement virale les capturait assis sur le capot de son taxi, les jambes pendantes, les têtes légèrement inclinées l'une vers l'autre sous la douce lueur des lampadaires. C'était censé être tendre. Maintenant, sous le poids de l'examen public, cela ressemblait à une preuve à charge. La photo fit la une pour son intimité, disséquée par chaque commentateur armé d'un clavier et d'une opinion. Certains romancèrent l'histoire, une Cendrillon moderne, une évasion touchante du privilège. D'autres la qualifièrent d'imprudente, d'irresponsable, de coup publicitaire. Jacques vit la couverture pour la première fois sur un écran de télévision vacillant, monté derrière le comptoir d'une station-service. Il s'était arrêté pour prendre un café entre deux services, et là, étalé aux informations, il y avait son visage, son taxi, son moment avec Linda. Son estomac se noua, non pas de peur, mais parce qu'il savait exactement ce qui allait suivre. Au moment où il vérifia son téléphone, c'était un chaos d'appels manqués, de messages vocaux et de numéros qu'il ne reconnaissait pas. Son nom était partout. Les blogs spéculaient sur son passé. Certains le dépeignaient comme un héros, d'autres comme un croqueur de diamants. Personne ne lui demandait rien directement. Mais le silence qui comptait le plus était celui de Linda. Son téléphone, autrefois un lien vital de textos discrets et d'invitations soudaines, était silencieux maintenant. Plus de « envie d'un café ?» Plus de « allons quelque part ?» Où personne ne nous connaît. Plus de « le calme avec toi me manque ». Ce que Jacques ne savait pas, c'est que quelques heures seulement après l'éclatement de l'affaire, Linda avait été convoquée au domaine Fairchild comme un soldat se présentant au rapport. Au moment où elle franchit le hall de marbre, les portes se refermèrent derrière elle. On lui prit son téléphone, on lui coupa tout accès.
Son père arpentait son bureau comme un homme trahi, non pas par la presse, mais par sa propre fille. « Tu as humilié cette famille, cracha-t-il, la voix montant, à te pavaner en ville avec un chauffeur de taxi. As-tu la moindre idée de ce que dit le conseil d'administration? De ce que la presse fait à notre nom? » Linda tint bon, le menton, bien que son cœur battît la chamade. Ils disent que je suis humaine, et c'est peut-être exactement ce dont cette famille a besoin. Le visage de son père devint d'un rouge plus profond. Il se sert de toi. Non, rétorqua-t-elle. C'est le seul qui ne m'ait jamais rien demandé. Sans me croire, S.I. Sarah. Ça s'arrête maintenant. Le lendemain matin, Jacques reçut une lettre, remise en main propre, papier épais gaufré, une invitation. Non, une convocation, au siège de Fairchild Global en centre-ville. Il faillit la jeter, faillit rester chez lui, mais quelque chose au fond de lui dit d'y aller, d'affronter cela, quoi que ce fût, la tête haute. Il arriva dans ses vêtements les plus propres, une chemise usée mais repassée, un jean sans trou, des bottes éraflées mais astiquées du mieux qu'il pouvait. La sécurité le fit passer par des sols en marbre lisse jusqu'à une pièce entièrement faite de verre et de métal froid. La ville s'étendait derrière elle comme un royaume, et à la tête de la table de conférence était assis le roi. Richard Fairchild, flanqué d'avocats, sans sourire, calculateur. L'un d'eux fit glisser une enveloppe Kraft sur la table. « Ceci, dit l'homme doucement, est un geste de gratitude, un échange contre votre discrétion et votre coopération pour vous retirer de la vie de mademoiselle Fairchild. Pas de presse, pas de contact, pas de complications. » Jack fixa l'enveloppe. Il ne bougea pas. « Et si je ne la prends pas ?» demanda-t-il, calme et ferme. « M. Fairchild S.E. Pinchon avant, la voix glaciale. Alors je m'assurerai que vous ne conduisiez plus jamais dans cette ville. Licence, permis, réputation, disparu. Je passerai un seul coup de fil. » Jacques attrapa finalement l'enveloppe, non pas pour l'ouvrir mais pour la repousser doucement. « Je n'ai pas aidé votre fille parce que je pensais que cela m'apporterait quelque chose, dit-il. Je l'ai aidée parce qu'elle avait l'air de se noyer. Je ne savais pas qui elle était. Je m'en fichais. » Les narines de Fairchild frémirent. « Vous croyez vraiment pouvoir appartenir à son monde? »« Je n'ai pas besoin d'appartenir à son monde, dit Jacques en se levant. J'ai juste besoin d'être digne d'elle, et ce n'est pas à vous d'en décider. » Il se tourna vers la porte, s'arrêtant une seule fois. « Vous pouvez acheter le silence, mais vous ne pouvez pas acheter l'amour, et vous ne pouvez certainement pas le tuer avec un chèque. » Il sortit. L'enveloppe resta sur la table, non ouverte. Cette nuit-là, Jacques monta les escaliers jusqu'au toit de son immeuble. Le vent était vif, les lumières de la ville clignotant en contrebas comme un langage que lui seul pouvait lire. Quelque part là-bas, derrière des murs épais et des portails verrouillés, Linda regardait le même ciel. Il s'assit au bord de l'immeuble, regardant au loin, laissant le silence s'installer autour de lui comme une armure. Il ne savait pas ce qui allait se passer ensuite, mais il savait une chose. Il attendrait, et quand le moment viendrait, il serait prêt. Jacques disparut. Pas de message, pas d'appel, aucun signe de lui nulle part dans la ville qu'il avait sillonnée chaque jour. Son taxi n'était plus garé devant son restaurant habituel. Le garage où il travaillait parfois à temps partiel dit qu'il avait démissionné. Son appartement vidé, pas d'adresse de suivi. Linda essaya tout. Elle appela toutes les compagnies de taxi de la ville, envoya des emails, conduisit même elle-même à travers les quartiers qu'il lui avait autrefois montrés, mais c'était comme si la nuit l'avait englouti tout entier. Son père supposa que c'était fini, que ce silence signifiait la reddition, mais Linda savait mieux. Une nuit d'insomnie, assise dans le calme de sa chambre d'enfant, entourée de choses qui ne lui avaient jamais semblé appartenir, elle ouvrit son ordinateur portable et commença à écrire. Non pas en tant qu'héritière, non pas en tant que femme derrière les gros titres, simplement comme une jeune fille qui avait eu froid, était seule, et sauvée par quelqu'un qui n'attendait rien. Elle intitula son article « La pluie et l'homme qui m'a sauvé ». Elle raconta tout. La nuit où elle avait fui, la peur dans la ruelle, le moment où Jacques avait arrêté son taxi et l'avait protégée sans demander qui elle était, les aventures nocturnes, les sandwichs, le feu d'artifice, la chaleur dans ses yeux quand il la regardait comme si elle n'était qu'une fille. Pas un nom. Je ne sais pas où il est maintenant. Écrivit-elle dans le dernier paragraphe, mais si vous le voyez, dites-lui que je me souviens encore du silence dans le taxi, de la sécurité en sa présence, et comment il n'avait jamais rien demandé en retour. Dites-lui qu'il me manque.
Elle cliqua sur « Publier » et ferma l'ordinateur portable. Au matin, l'article de blog était devenu viral. Des milliers de commentaires affluèrent. Des inconnus du monde entier partagèrent l'histoire. Les sites d'information la reprirent, les talk-shows y firent référence, et les gens spéculèrent partout. Une semaine plus tard, Linda reçut une invitation à apparaître dans une émission de télévision matinale en direct. L'animateur promit de se concentrer sur l'histoire, pas sur le scandale. Elle accepta. Vêtue simplement d'un chemisier bleu, les cheveux derrière les oreilles, elle s'assit sous les lumières du studio et raconta l'histoire une fois de plus pour les caméras. « Je ne suis pas tombée amoureuse d'un conte de fées, dit-elle. J'ai trouvé quelque chose de réel, et je l'ai perdu par peur. » L'animateur se pencha. « S'il regardait maintenant, que lui diriez-vous » Linda se tourna vers la caméra, sa voix à peine un murmure. « Je lui dirais, reviens. » Le silence suivit. Puis un murmure parcourut le public. Une ombre bougea au fond de l'allée. Linda se tourna, le souffle coupé. Il était là. Jack! Toujours dans sa simple veste, les cheveux un peu plus longs, les yeux aussi constants que jamais. Il avait l'air hésitant, légèrement déplacé, mais très réel. Le public leader. L'animateur se leva. Linda non. Elle n'en avait pas besoin. Elle courut, dépassant les caméras, les lumières, droit dans ses bras. La salle explosa en applaudissements. Mais pendant un instant, il n'y avait que. « Je l'ai lu » dit doucement Jacques. Linda s'agrippa à lui. « Je pensais chaque mot. » Et comme ça, le silence entre eux fut rompu, non pas par un grand discours, mais par quelque chose de bien plus fort. Un retour. Les applaudissements résonnaient encore dans le studio, enflant comme une marée, vague après vague de claquements de mains et d'acclamations qui emplissaient chaque recoin de la pièce. Le public était debout, certains les larmes aux yeux, d'autres souriant largement en regardant Linda enlacer étroitement Jacques sur scène. Les appareils photos cliquetaient frénétiquement, les flashs crépitants comme de minuscules feux d'artifice, mais aucun d'eux ne le remarqua. Le projecteur aurait pu disparaître complètement qu'il ne s'en serait toujours pas soucié. Pour Linda, la seule chose qui existait à cet instant était la sensation du battement de cœur de Jacques sous ses mains. Régulier, réel, familier dans un monde qui semblait souvent fabriqué. Son souffle se coupa dans sa gorge, et quand elle se recula finalement juste assez pour le regarder dans les yeux, ils étaient tels qu'elle s'en souvenait, doux, ancrés, et remplis de quelque chose qu'elle n'avait plus osé espérer. « Si tu repars, chuchota-t-elle, la voix tremblante, tu as intérêt à m'emmener avec toi cette fois. » Jacques eut un petit rire, le genre qui venait du fond de sa poitrine, plein d'un soulagement et d'une affection discrète. Il appuya doucement son front contre le sien et dit « Bas et certain. Je ne partirai pas, plus jamais. » Et d'une manière ou d'une autre, ces mots les ancrèrent. Ils restèrent là, immobiles, comme si le reste du monde s'était fondu dans un bruit de fond. Le public, les caméras, les lumières, tout s'estompa, ne laissant que d'eux dans une immobilité qui semblait sacrée. Pas de scénario, pas de gros titres, juste la vérité. L'animatrice s'avança lentement, sa voix perçant le silence avec précaution. « Eh bien, dit-elle en souriant, je crois que nous venons tous d'assister à quelque chose de très réel. » Jacques et Linda se tournèrent vers le public, se tenant toujours la main, comme si lâcher prise dénouerait tout ce pourquoi ils s'étaient battus pour retrouver. Jacques s'éclaircit la gorge, baissant les yeux une seconde avant de relever la tête, le regard assuré. « Je ne suis pas venu ici pour les projecteurs. » dit-il. « Honnêtement, je ne voulais même pas venir au début. Mais si ce moment, cette histoire, peut rappeler ne serait-ce qu'à une seule personne que l'amour ne se soucie pas des noms de famille ou des comptes en banque ou d'où l'on vient, alors je suppose que ça valait la peine d'être ici. » La foule explosa à nouveau, plus fort cette fois, pas seulement en applaudissements, mais en quelque chose de plus, une sorte d'expiration collective, comme s'ils avaient eux aussi eu besoin de ce rappel. Après l'émission, Internet s'enflamma de nouveau, mais cette fois, ce n'était pas le scandale, c'était la célébration. Les gros titres changèrent de ton. La seconde chance de Linda Fairchild à l'amour véritable, la loyauté d'un chauffeur de taxi émeut des millions de personnes. L'amour triomphe là où l'argent échoue. Des vidéos du moment inondèrent les réseaux sociaux, des hashtags comme hashtag Jacques et Linda et hashtag amour véritable furent en tendance pendant des jours. Même des célébrités intervinrent, louant l'honnêteté du couple, leur courage, leur refus de jouer selon les règles du privilège et de l'apparence. Bien sûr, tout le monde n'approuva pas.
Les tabloïds habituels tentèrent de transformer cela en quelque chose de vulgaire, les critiques chuchotèrent à propos du contrôle de l'image, les cercles de la haute société échangèrent des regards entendus et marmonnèrent leur désapprobation autour d'une coupe de champagne. Mais rien de tout cela n'avait d'importance, car pour la première fois, Linda et Jacques n'avaient plus à se cacher, ils n'allaient pas le faire. La semaine suivante, ils s'assirent pour leur première interview publique ensemble. Le décor était modeste, le ton intime. Pas de drame, pas de glamour, juste deux chaises, une main posée sur l'autre. Ils parlèrent de cette nuit pluvieuse, de la peur, du silence dans le taxi, de la façon dont Jacques n'avait jamais demandé qui elle était. Il ne m'a pas sauvé parce qu'il connaissait mon nom. Dit Linda, regardant directement la caméra, il m'a sauvé parce qu'il a vu quelqu'un en souffrance et a choisi d'aider. C'est l'homme que j'aime. Jacques, plus silencieux, sa main toujours entrelacée avec la sienne, hocha la tête. Je n'ai jamais cru que j'étais assez bien, pour elle, pour son monde. Mais elle ne m'a jamais demandé d'être autre chose que moi-même. Et ça, c'est ce que fait l'amour, il vous fait croire que vous avez votre place. À partir de ce moment, ils avancèrent, non pas comme un scandale, non pas comme un accident du destin, mais comme quelque chose de plus. Un choix, une promesse. Quoi qu'il arrive ensuite, ils y feraient face main dans la main, côte à côte. Un an plus tard, le taxi jaune roulait toujours. Mais cette fois, il portait un nouveau nom sur ses flancs en lettres grasses et joyeuses. Taxi de l'espoir. L'idée avait commencé par une simple conversation entre Jacques et Linda, assis sur le canapé de leur petit appartement, sirotant du thé et regardant les lumières de la ville scintiller par la fenêtre. Jacques avait dit « J'aimerais que plus de gens puissent se sentir en sécurité rien qu'en montant dans une voiture. » Et Linda avait répondu « Alors donnons-leur ça. » À partir de là, le projet prit racine et grandit. Taxi de l'espoir devint un service gratuit pour les personnes les plus souvent oubliées, les personnes âgées essayant de se rendre à leurs rendez-vous médicaux, les femmes enceintes ayant besoin d'un transport pour l'hôpital, les familles en difficulté ayant simplement besoin d'un transport de confiance. Le premier taxi fut celui de Jacques, bien sûr, le même qui s'était arrêté pour une fille sous la pluie. Puis vint un deuxième, puis un troisième, donné par ceux touchés par leur histoire. Des mécaniciens se portèrent volontaires pour aider, des magasins locaux offrirent des réductions, et d'autres chauffeurs s'inscrivirent, non pour un salaire, mais pour une cause. Linda s'occupait de la logistique, de la collecte de fonds, du site web. Elle refusa d'utiliser le nom de son père pour promouvoir le programme. Ce n'est pas une œuvre de charité, disait-elle, c'est un remerciement. Il vivait dans un modeste appartement au 3e étage d'un brownstone, avec des escaliers qui craquent et un chauffage récalcitrant en hiver. L'espace était rempli de plantes, de tasses à café aux anses dépareillées, et d'étagères remplies de livres et de souvenirs. Jacques préparait toujours le petit déjeuner chaque matin, Linda se moquait toujours de la façon dont il pliait le linge, et chaque soir, il se blottissait avec une paix qu'aucun d'eux n'avait jamais connue auparavant. Quand vint le moment de leur mariage, ils se mirent d'accord sur une chose, pas de salle de bal, pas de smoking, pas d'invitation dorée. Au lieu de cela, ils se marièrent dans le parc où ils avaient partagé leur premier silence. La cérémonie fut simple, des chaises pliantes, quelques guirlandes lumineuses, et des invités qui avaient tous, à un moment ou à un autre, été passagers dans le taxi de Jacques. Il y avait Madame Holloway, la dame de 82 ans qu'il conduisait à ses rendez-vous chez l'ophtalmologue. Il y avait Carla, la mère célibataire qui avait appelé Jacques en plein travail alors qu'elle n'avait personne d'autre. Et il y avait une petite fille nommée Ava, qui avait une fois laissé son lapin en peluche sur la banquette arrière, et Jacques avait traversé la ville la même nuit pour le lui rapporter. Chaque invité vint avec une histoire, une larme, un sourire. Chacun apporta une fleur, et ensemble ils créèrent un bouquet que Linda porta jusqu'à l'hôtel. Jacques attendait sous l'arbre où ils avaient autrefois regardé un feu d'artifice, vêtu d'un simple costume gris. Linda portait une robe blanche dont elle avait cousu certaines parties à la main, rien d'extravagant, mais cousu de sens. Quand les vœux furent prononcés, la voix de Jacques se brisa. « Je ne promets pas la perfection, dit-il, mais je promets l'authenticité. » Et Linda, les yeux embués, répondit « Tu m'as donné quelque chose dont j'ignorais avoir besoin, une raison de croire à nouveau en quelqu'un. » Ils s'embrassèrent au son des acclamations et du chant des oiseaux, la ville bourdonnant doucement autour d'eux. Plus tard dans la soirée, alors que le soleil déclinait et que le monde devenait doré,
Ils s'assirent ensemble sur le capot du taxi qui avait tout commencé. Linda se pencha contre l'épaule de Jacques, sa main reposant doucement sur son cœur. Elle regarda l'horizon et dit doucement, « Je pensais autrefois avoir besoin d'un empire, que l'amour devait venir avec des lustres et des diamants, et un nom de famille que tout le monde respectait. » Elle marqua une pause, souriant. Mais cette nuit-là sous la pluie, j'ai réalisé que tout ce dont j'avais besoin, c'était quelqu'un d'assez courageux pour s'arrêter. Quelqu'un qui m'a vu, non pas pour qui j'étais, mais pour qui je pouvais être. Jacques ne dit rien. Il prit simplement sa main et la serra comme s'il n'avait jamais eu l'intention de la lâcher. Et ainsi, d'une nuit pluvieuse et d'un simple acte de courage, une histoire d'amour naquit, non pas dans les grands gestes ou les circonstances parfaites, mais dans la gentillesse discrète, la force partagée et la beauté de deux cœurs se choisissant envers et contre tout. Car parfois les plus grands voyages ne commencent pas par une destination, mais par un simple moment d'humanité, quand quelqu'un décide de s'arrêter. Si cette histoire vous a ému, vous a fait croire à nouveau en l'amour, ou vous a simplement rappelé que la compassion existe encore dans ce monde, envisagez de vous abonner à Histoire qui touche l'âme. Ici, chaque récit est un voyage vers le cœur. Cliquez sur « S'abonner » et laissez-nous vous apporter des histoires qui guérissent, inspirent et restent avec vous longtemps après le dernier mot. Merci d'avoir regardé et souvenez-vous, parfois, un petit acte de gentillesse peut changer une vie pour toujours.